Nous nous retrouvons donc pour le corriger des cas pratiques sur les congés payés. On vous rappelle déjà le calcul des congés payés pour des périodes incomplètes. Il faut dans ces cas-là calculer le nombre de jours travaillés du collaborateur sur l'ensemble de la période de référence. Vous divisez ce nombre par 7 pour savoir le nombre de semaines qu'il a travaillé exactement. Et enfin, vous divisez ce nombre par 4 pour faire des groupes de 4 semaines. Chaque groupe de 4 semaines correspond à 2 jours et demi de CP acquis. Vous deviez donc, pour chacun des cas demandés, reprendre le nombre de jours travaillés à partir du moment où ils sont rentrés jusqu'au 31 mai de l'année de référence. Ce qui nous donnait, pour M. Dupont, les résultats suivants: 14 jours pour une entrée au 1er janvier, 24 jours pour une entrée au 15 septembre, 3 jours pour une entrée au mois de mai. Attention, les jours de congés payés sont arrondis, mais uniquement à la fin de la période. Si vous les calculez mois par mois sur le bulletin de paye, en cours de période, il n'y a pas d'arrondi. C'est uniquement sur le dernier mois de paye, c'est-à-dire le mois de mai, où vous arrondissez à l'entier supérieur. En ce qui concernait le vrai ou faux de l'absence maladie pendant la période de congés payés ou avant la période de congés payés. Ce qu'il faut savoir, c'est que si le salarié tombe en arrêt maladie avant le début de ses congés payés, à ce moment-là, il reste en maladie et il pourra prendre ses congés payés à une date ultérieure. Donc c'était bien vrai. Par contre, si le salarié tombe en arrêt maladie après avoir débuté ses congés payés, dans ce cadre-là, il ne peut pas récupérer ses congés payés. Il va cumuler l'absence maladie indemnisée par la sécurité sociale avec l'absence congé payé indemnisée par l'employeur. Attention, cette règle peut être amenée à être modifiée avec le droit européen. Pour le calcul de l'indemnité selon la règle du 10e, il faut bien prendre en compte tous les salaires perçus au cours de la période de référence, c'est-à-dire du 1er juin au 31 mai. Certaines primes sont à inclure dans cette base, d'autres à exclure. Faites attention à bien prendre les primes à inclure et à bien exclure les autres. Une fois que vous avez fait cette règle du 10e, vous deviez calculer pour chacun des collaborateurs la règle du maintien. Elle n'est pas compliquée. Vous enlevez 5 jours de CP pour 1 000 €, par exemple. Vous rajoutez une indemnité de CP de 5 jours pour 1 000 €. Par contre, vous devez vérifier à la fin de la période que le salarié a bien touché au minimum sa règle du 10e, c'est-à-dire 10% des sommes qu'il avait perçues pendant la période de référence. Vous avez donc le détail des indemnités des collaborateurs que vous deviez travailler et nous voyons donc que pour M. Dupont, la règle du 10e est la plus avantageuse. Pour M. Jarin, c'est également la règle du 10e qui est la plus avantageuse. L'exercice 3 concernait M. Rivière pour lequel on vous demandait de calculer l'indemnité de congés payés du mois de juillet. Là encore, vous deviez calculer à la fois la base du 10e et le maintien de salaire et prendre la solution la plus avantageuse pour le salarié. Dans ce cadre-là, il s'agissait une fois de plus de la règle du 10e. Pour le corriger de l'exercice 4, donc vous deviez dans un premier temps calculer le nombre de CP acquis pour chacun des 5 collaborateurs. Donc nous voyons bien que Mme Carval, qui est rentrée en cours de période, n'acquiert que 22 jours, et Mme Florence, qui elle aussi est entrée en cours de période, acquiert que 10 jours de CP. On vous demandait de calculer l'indemnité des congés de chacun de ces collaborateurs. Donc là encore, vous deviez faire la comparaison entre le maintien de salaire et la base du 10e et retenir la plus avantageuse. Les calculs sont bien détaillés, donc je vous invite à les reprendre de façon très méthodique. On se retrouve pour le cas prochain.